L'Organisation des Nations Unies s'inquiète du retrait de ses troupes du Mali vu le contexte sécuritaire. Le gouvernement malien, quant à lui, tient au respect strict du calendrier de retrait. Dans ce journal, on aborde la coopération russo-malienne qui n'est pas que sécuritaire, à suivre dans un instant. Le Mali joue en amical demain mardi contre l'Arabie Saoudite. Nous ferons le point sur l'effectif des Aigles pour cette rencontre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. L'ONU est préoccupée par les tensions qui sévissent dans le nord du pays entre l'armée et les groupes terroristes. Selon elle, ces tensions pourraient mettre en péril le processus de retrait de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement réaffirme le strict respect du calendrier de retrait. Aminata Keita. Les Nations Unies, dans un communiqué daté du samedi 14 octobre, se disent gravement préoccupées par l'intensification des tensions et une présence armée croissante dans le nord du Mali. Pour l'ONU, l'escalade des tensions risque d'empêcher le départ ordonné et dans les délais de la mission ou encore de mettre en péril le transfert en toute sécurité du personnel des Nations Unies. Cette remise en question de la date de retrait des casques bleus par l'ONU intervient alors que les tensions autour du contrôle des emprises de la MINUSMA ne cessent de s'accroître. Les rebelles de la CMA s'opposent à ce que la MINUSMA remette ses camps au gouvernement. La mission onusienne est tensée par les différentes parties. La CMA, qui occupe depuis samedi 14 octobre les postes avancés abandonnés par la MINUSMA à Tessalit, a, dans un récent communiqué, fustigé ce qu'elle considère comme une duplicité de la mission qui aurait transporté des soldats maliens pour les amener à Tessalit. De son côté, le gouvernement s'est insurgé contre un manquement grave constaté lors de la situation du camp 1 de Kidal. Le gouvernement déplore profondément l'abandon des unités maliennes du bataillon de forces armées reconstituées, aussi avec l'encerclement et l'occupation de leur camp par la CMA, sans aucune réaction de la MINUSMA. Pour éviter ce genre d'incidents regrettables qui entachent la relation de confiance et de bonne foi dans laquelle les autorités maliennes s'inscrivent, le gouvernement invite la MINUSMA à s'en tenir au plan de retrait qui lui a été communiqué et au respect strict des dispositions de la résolution 2690 qui prévoit la fin de tout le processus de retrait au plus tard le 31 décembre 2023. Les confrontations risquent de s'aggraver dans les prochaines semaines avec l'évacuation programmée des camps de la MINUSMA à Tessalit, Aguelok et Kidal. Parlons coopération. L'Agence russe de l'énergie atomique a annoncé avoir signé un accord de coopération le vendredi 13 octobre avec le Mali pour développer l'énergie nucléaire civile. La Russie prévoit également de construire une centrale nucléaire au Burkina Faso. Paul Yampiguissan. Alors que la coopération sécuritaire est déjà bien établie, la Russie et le Mali renforcent leurs relations dans plusieurs autres domaines avec la signature d'accords, mais aussi des annonces. Plus de 4000 délégués en provenance d'une soixantaine de pays et territoires ont participé à la Semaine russe de l'énergie 2023 qui a pris fin le vendredi 13 octobre à Moscou sous le thème « La nouvelle réalité de l'énergie mondiale, créer l'avenir ». Une délégation malienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, Alousseinou Sanou, a pris part à cette rencontre. La Semaine russe de l'énergie est une réunion de haut niveau qui vise à présenter le potentiel énergétique russe au monde entier et à développer la coopération internationale dans les domaines de l'énergie, du pétrole, du gaz, de l'électricité, du nucléaire et des énergies renouvelables. Au cours de cette semaine, la Russie a annoncé avoir signé des accords avec le Mali et le Burkina Faso dans le but de développer le secteur nucléaire civil de ces pays. L'Agence russe de l'énergie atomique, Rosatom, vient de conclure un accord avec le Mali pour développer l'infrastructure nucléaire civile du pays. Cette initiative vise à former du personnel, à établir des installations de recherche nucléaire et à sensibiliser le public à l'énergie atomique.
C'est une opportunité énergétique et surtout une très bonne nouvelle qui réjouit l'Afrique entière, en ce sens que cela s'inscrit dans la droite ligne des consignes transitionnelles énergétiques et c'est la première centrale nucléaire de production pour la région ouest africaine et c'est une initiative à saluer. Il s'agira d'une centrale modulaire, comme ce qui se fait un peu partout avec succès et pour sa réussite, nous n'avons pas de doute en la matière. L'uranium est un élément indispensable à la production d'énergie nucléaire. Le Mali n'en possède pas, mais des pays comme le Niger et la Namibie figurent parmi les principaux producteurs mondiaux. En sus de cet accord sur le nucléaire, la Russie s'engage également, selon le ministre de l'économie, à implanter une école de géologie au Mali et l'ouverture d'un centre de langue qui avait été évoqué en septembre. En février 2023, la Russie a décidé d'octroyer 290 bourses pour des étudiants maliens. En juillet dernier, à l'issue de son voyage à Saint-Pétersbourg, son premier voyage à l'extérieur en tant que président de la transition, le colonel Assimi Goïta a révélé travailler à la création d'une compagnie aérienne avec la Russie. Si la Russie, blacklistée par de nombreux pays occidentaux depuis le déclenchement de la guerre début 2022, cherche à étendre son influence en Afrique, elle part avec un train de retard. Selon des chiffres avancés par certaines chancelleries, le volume des investissements de l'Union européenne en Afrique a atteint en 2022 163 milliards d'euros, alors que pour la Russie, il est chiffré à 20 milliards d'euros. La Chine est aujourd'hui le plus grand partenaire commercial de l'Afrique avec plus de 2000 milliards de dollars de commerce bilatéral. Le 15 octobre est dédié à la canne blanche. Pour l'occasion, nous nous sommes intéressés aux activités menées par les aveugles du Mali, unis au sein d'une association appelée Union malienne des aveugles UMAV. Un reportage de Soumaïla Fani. L'Union malienne des aveugles UMAV est une association dédiée aux non-voyants pour répondre aux besoins de ces personnes handicapées visuelles et aussi leur permettre une insertion sociale. Depuis, elle mène à son sein plusieurs activités. Plus célèbre ici, c'est l'école qui nous permet quand même de scolariser les enfants aveugles. On a à travers nos différents instituts, à Bamako, Ségou, Kaï et plutôt Gao, on a pu scolariser des dizaines de milliers déficients visuels aujourd'hui qui sont des diplômés des plus hautes universités, des plus hautes écoles du pays, de la place. Mais également on a des unités de fabrique de verres corrigés, des verres en un mot, un atelier optique et une unité ophtalmologique. En plus de ces activités, l'UMAV a créé en 1988 une société de production des aveugles du Mali Sopram, une usine qui fabrique de craie et de serpillères. Aujourd'hui, cette société traverse une période cruciale de son histoire car elle vit une crise financière depuis plusieurs mois. La production nous permet vraiment à nous aider à nourrir notre famille, à envoyer nos enfants à l'école dans le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes en difficulté pour le non-vente des produits. Parce qu'actuellement, nous avons plus de 140 000 boîtes de craie dans les magasins, stockées au magasin, et nous sommes à 9 mois sans salaire, nous les non-voyants ici. L'État nous donnait un marché de constellation depuis 2004 à la hauteur de 50 millions. Bon, ils ont diminué ça, ramené ça jusqu'à 25 millions et ça nous fait 6 ans que ces marchés ne viennent pas. Donc c'est pour cela que nous sommes dans cette situation. L'atelier de la production même est en arrêt il y a 3 ans. Pour rappel, cette société ayant pour objectif l'intégration des malvoyants et des non-voyants leur permet d'abandonner la mendicité. Sport football. Dans le cadre de la série de matchs amicaux pour préparer la CAN 2023, les Aigles du Mali seront face à l'Arabie Saoudite demain mardi en amical après une première rencontre disputée contre l'Ouganda à domicile le vendredi 13 octobre. Une rencontre qui se fera avec 19 joueurs sur la vingtaine convoqués. Assetoumani Koulibaly. Ce serait un euphémisme de dire que cette fenêtre FIFA est spéciale pour le sélectionneur des Aigles du Mali. Sur les 27 joueurs convoqués pour les 2 rencontres amicales, 19 ont effectué le voyage vers le Portugal pour affronter demain mardi l'Arabie Saoudite. Face à l'Ouganda, vendredi 13 octobre au stade du 26 mars, l'attaquant Ibrahima Koné s'est grièvement blessé.
Évacué dans un premier temps à l'hôpital du Mali, il a par la suite été transféré à la clinique Pasteur. Selon la fédération, le joueur a rejoint son club Almeria en Espagne, où il devrait se faire opérer ce lundi 16 octobre. Cette énième blessure décime l'attaque des Aigles, déjà privée d'El Bilal Touré et de Sékou Koïta. Moussa Djenepo, qui était du rassemblement, blessé, a dû retourner en Belgique au sein de son club. En sus, Boubacar Traoré, l'attaquant de Monastir, n'a pas eu le visa pour effectuer le déplacement. Il n'est pas seul dans ce cas. Le problème de visa concerne tous les Aigles évoluant sur le continent, notamment les deux gardiens, Djiki Diarra et Ibrahim Bosso Moukoro, mais aussi Aliou Ndieng, qui joue au Al-Ahli d'Égypte. À cette liste s'ajoute aussi Adama Traoré Nos, qui évolue lui en Championship en Angleterre, qui n'a pas eu le visa également. Pour remédier au plus vite à la situation des gardiens, le portier de Valenciennes en France, Lassana Diabaté, a été rappelé en renfort pour seconder Ismaël Diawara. Les Aigles sont déjà privés pour ce rassemblement de Lassana Koulibaly, Adama Traoré Malouda, Massadio Aïdara, Amadou Aïdara ou encore Cheikh Doucouré, tous blessés. Yves Bissouma, touché lors de l'entraînement, est lui aussi rentré en Angleterre. Robert Begré-Mambé, né le 1er janvier 1952, est le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il remplace Patrick Achi. Le nouveau Premier ministre est le numéro 3 du Rassemblement des Oufietistes pour la démocratie et la paix, RH2P. Il était jusque-là gouverneur du district autonome d'Abidjan. Selon le communiqué officiel de la présidence de la République, le nouveau Premier ministre ivoirien est désormais chargé de présenter rapidement au président Alassane Ouattara des propositions pour la formation d'un nouveau gouvernement annoncé pour demain mardi 17 octobre et le premier conseil des ministres se tiendra le mercredi 18 octobre 2023. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur 5 choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin. La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont les ciments qui nous unissent. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a rendu hommage à l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara ce dimanche 15 octobre. C'était à Ouagadougou lors d'une sobre cérémonie marquant le 36e anniversaire de sa mort. Boubacar SM Maïga. Dans la capitale burkinabé, devant la grande statue de Thomas Sankara érigée en 2019, s'est déroulée la cérémonie de commémoration de l'ancien chef d'État. Le chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a un an, a présidé la cérémonie accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de présidents d'institutions. Le capitaine Traoré a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue après avoir présenté le décret adopté début octobre élevant Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Le statut de héros de la nation a été créé en juin 2022 pour honorer des personnes s'étant notamment distinguées par leur bravoure exceptionnelle pour la défense d'une cause nationale ou leur prouesse exceptionnelle et honorable pour la nation, selon le gouvernement burkinabé. Le président de la transition burkinabé a ensuite procédé à la pose d'une première pierre marquant le début de la construction d'un mausolée sur le même site.
consacré au père de la révolution burkinabé et à ses 12 autres compagnons tués avec lui. Selon le ministre de la fonction publique, Bassolma Bazié, une journée d'hommage à Thomas Sankara sera célébrée chaque 15 octobre à Ouagadougou. Même l'ancien boulevard Charles de Gaulle a été rebaptisé au nom de Thomas Sankara en guise de reconnaissance. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en août 1983, l'icône panafricaine a été tuée lors d'un putsch fomenté par son compagnon Blaise Compaoré. Après la mort de Sankara, Blaise Compaoré est resté au pouvoir jusqu'à une insurrection populaire qui a entraîné sa chute en 2014. En avril 2022, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné M. Compaoré, qui vit en Côte d'Ivoire par contumace, à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Toute tentative par Israël d'occuper à nouveau la bande de Gaza serait une grave erreur. C'est la déclaration du président américain Joe Biden dans une interview diffusée dimanche, au moment où les troupes israéliennes se préparent à une probable offensive terrestre contre le Hamas. Après l'attaque sanglante du Hamas sur Israël le 7 octobre, l'État hébreu a lancé des représailles contre le groupe palestinien avec de nombreuses frappes et ordonné aux habitants du nord de Gaza de se rendre vers le sud en vue d'une intervention terrestre. Selon M. Biden, le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien, mais éliminer les extrémistes est une mesure nécessaire. À ce jour, plus de 1400 personnes, surtout des civils, dont des enfants, ont été tuées en Israël dans l'attaque du Hamas et les autorités palestiniennes ont fait état d'au moins 2670 personnes, dont des centaines d'enfants tués dans les frappes israéliennes. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur votre chaîne favorite. Bonsoir et à demain.